Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, petite preview de la série contre les Pacers avec un focus sur Tatum, Jason Tatum qui devrait être libéré de Evan Mobley et Bam Adebayo et on va regarder un petit peu comment il risque de vraiment dominer la série. Et du coup, on regarde dans un premier temps son impact sur le drive qu'il devrait avoir justement face aux Pacers, parce que face aux Pacers, c'est une des équipes contre lesquelles il drive le plus et le plus efficacement. Donc on peut voir qu'en saison régulière, il fait 9 drives par match, alors qu'il en fait 12 face aux Pacers. Et en plus, l'efficacité, elle aussi, augmente. Tout simplement parce que, contrairement à, comme j'ai dit, Cleveland par exemple ou Miami, euh, Indiana va pas avoir de défenseur vraiment dominant à pouvoir mettre à la charge un petit peu et pouvoir s'occuper de Tatum. Et du coup, ça va créer un petit peu une brèche pour Tatum qui va du coup pouvoir profiter du spacing des Celtics et en plus le faire face à des défenseurs qui sont moins bons, en tout cas qui sont pas capables de rester forcément devant lui. Et on va voir que le drive est une grosse partie de son jeu face aux Pacers et que ça va aussi ouvrir le pull-up. Mais d'abord, on va regarder premièrement l'impact un petit peu sur le drive et à quel point en réalité, même une fois que le mismatch il est créé et avant ça, il va pouvoir attaquer sur drive. Et on va voir que ça ouvre beaucoup de choses, que ce soit pour lui ou pour les Celtics. Donc le fait d'avoir un handle aussi bon avec sa taille, ça l'aide énormément. Là, on peut regarder que on, a, on est face à Tyrese Haliburton. Et ce qui va se passer, c'est que Naismith va vouloir venir en aide sur un stunt, mais il ne peut pas être trop prononcé, parce que Derek White est un super shooter à 3 points. Donc là, les séries précédentes, on avait Tatum qui générait de la gravité pour ses coéquipiers. Cette fois, c'est Tatum face aux Pacers qui va profiter de la gravité de ses coéquipiers pour pouvoir justement être un excellent joueur sur drive. Et on a le stunt qui est pas assez, qui est pas assez agressif en tout cas pour stopper Tatum. Tatum qui gather, donc qui prend le ballon dans ses mains et qui arrête son dribble. On peut voir qu'il le met au niveau de sa tête pour justement éviter le stun de Naismith. Et ensuite, il y a Siakam qui vient directement bloquer l'accès au cercle et la coupe derrière de Porzingis. Donc voilà un premier drive un petit peu comment il va pouvoir le faire dans du 5 out parce que du coup les stuns vont avoir plus de mal à venir. Et on va voir aussi qu'en fait le footwork est vraiment très très bon et qu'il va pouvoir beaucoup en profiter face aux Pacers. Là regardez, il va réussir à mettre Naismith dans l'écran de Porzingis juste avec un mouvement de pied. En fait en simulant son départ sur le pied gauche, Naismith rentre un tout petit peu trop dans l'écran et avec justement ce toucher de pied assez délicat, ces appuis de danseuse, il arrive à partir au drive. Et la finition est vraiment très très bonne. Une autre façon d'aller driver, c'est de pouvoir obtenir un mismatch. Et là, on les voit souvent ces drives-là sur Tatum, où du coup, il va être défendu par un joueur qui est plus grand que lui. Et il va attendre que justement les hanches de ce joueur-là soient ouvertes du côté opposé où est-ce que Tatum veut aller. Et une fois que c'est fait, il peut aller au drive. Et en plus, s'il est défendu par le protecteur de cercle, ça veut dire qu'une fois qu'il a pris de vitesse, il n'y a plus personne pour l'empêcher d'aller au cercle. Il y a un autre aspect de Tatum qui est très impressionnant physiquement sur le drive, surtout face à cette équipe d'Indiana, c'est la domination physique. Donc en plus d'avoir un handle vraiment de qualité, il est capable de le faire en utilisant justement son corps qui est bien plus épais et robuste que les autres ailiers des Pacers, hormis peut-être Siakam, Siakam lui va manquer peut-être de vitesse latérale et de dynamisme face à Tatum. Et là on peut voir que Naismith, il a beau faire son meilleur effort, il ne peut pas empêcher Tatum de venir finir main gauche. Et en fait, dans ce spacing-là, comme c'est arrivé parfois en fait, aux Pacers de faire défendre Holiday par Turner, et du coup pour pouvoir mettre un joueur potentiellement plus petit sur Porzingis c'est plus dynamique, et en fait pour essayer de couvrir le mieux le spacing, mais en réalité le spacing des Celtics est tellement optimisé que Tatum va pouvoir jouer énormément de 1 contre 1. Et en fait, c'est un des meilleurs joueurs de 1 contre 1 au monde, surtout face à une équipe qui a pas de joueurs pour vraiment venir le gêner. Et là, encore une fois,
suite à un écran de Holiday, du coup, qui est défendu par Turner. Il obtient le mismatch sur Turner. Donc là, plus de protection de cercle une fois que Turner sera dépassé sur le dribble. Et bah voilà, en réalité, c'est là où on retrouve aussi pourquoi Tatum est si impressionnant et pourquoi les équipes passent autant de temps à vouloir arrêter Tatum parce il, il est, c'est pas un driver implacable parce qu'il n'est pas capable de le faire devant tous les défenseurs et toutes les équipes, mais contre 80% des équipes NBA, il va vraiment pouvoir en fait être ce driver implacable et forcer soit la défense à le laisser jouer à un contre 1 et à marquer sur du 1 contre 1, ou alors la défense va finir par se contracter autour de lui et offrir des espaces pour ses coéquipiers. Là, il a trouvé Derek White sur le 3 points, et sur cette action-là, on peut voir que, bien sûr, il reste quelques secondes à jouer, donc le but, c'est vraiment de gêner le tir évident, mais il y a vraiment une volonté de lui empêcher d'aller au drive, et du coup, ça permet de couper dans le dos de la défense. Donc voilà un petit peu comment la défense se contracte autour de Tatum quand il drive, mais aussi comment il profite du spacing pour être un driver implacable. Et en fait, sa manière de driver qui le rend vraiment implacable va faire que face à la moyenne des équipes NBA, il prenait 8 pull-ups par match et il les rentrait sur une efficacité, effective field goal de 47%, alors que face aux Pacers, il a un plus gros volume de pull-up et il a une bien meilleure efficacité. L'efficacité est assez volatile parce que du coup ça peut être dû à une surchauffe vu qu'il n'y a que 4 matchs, mais dans tous les cas, c'est aussi permis par son drive et en fait par le fait que Indiana ne peut pas défendre Tatum en 1 contre 1 et du coup est obligé de soit apporter un deuxième joueur, soit de choisir un petit peu son poison. Et du coup, c'est le drive qui permet ça, parce que la menace de drive force les joueurs à être un petit peu plus bas et à lui laisser un peu d'espace sur le tir. Et là, encore une fois, on remarque qu'avec son footwork, il refuse l'écran. Naismith se retrouve encore une fois coincé dans l'écran juste par le footwork de Tatum qui se décale suffisamment pour prendre son pull-up. Et il est très grand. Et en fait, avoir un joueur de pull-up aussi grand, capable de déclencher aussi rapidement, ça va être très difficile à gêner pour les équipes adverses. Pareil, une fois qu'il récupère un mismatch, il peut justement utiliser son dribble, son handle et sa taille pour pull-up au-dessus d'un intérieur. Ça, c'est encore une fois permis par le drive et par toutes ses capacités. Là, on a du high pick and roll avec un peu de drop. Et là, le drop, en réalité, il est même pas si bas que ça. Mais il est déjà menaçant, Tatum, parce qu'il peut, une fois que si le drop est pas assez haut, partir au drive. Si le drop est trop bas, faire du pull-up. Et du coup, ça ouvre énormément d'options dans un spacing où on peut regarder que Pritchard est ici. Holiday, c'est vraiment au fond du corner. Pareil pour Jalen Brown. Donc en réalité, il a énormément de place pour attaquer. Et il peut faire comme du drive, ce qu'on a vu dans la première partie de la vidéo, ou alors tout simplement profiter d'un espace pour apporter un peu de variété et punir sur du pull-up. Et c'est un peu ces deux armes-là qui font qu'il risque de marquer énormément de points et de faire une grosse série au scoring, beaucoup plus que ce qu'on a vu face aux deux premières séries, parce que les armes ne sont pas égales défensivement pour les Pacers. Là encore une fois, un bon écran de Jrue Holiday, ça c'est hyper important aussi. Beaucoup des joueurs des Celtics sont des bons poseurs d'écran, même les arrières. Et du coup, ça permet en réalité d'avoir un peu les stratégies qu'on veut. Et là, si on sait que le défenseur de Jrue Holiday est plutôt un défenseur de drop, comme ici par exemple Miles Turner, et qu'on veut obtenir du pull-up, et ben on fait venir faire un écran de Jrue Holiday, on sait qu'on a le drop, on sait qu'on a le tir qui va s'ouvrir. Et en fait, tout ça permet d'optimiser Tatum. Et encore une fois, on va aussi retrouver ces schémas classiques où on va vouloir attaquer du mismatch. Donc là, on a un écran de Derek White qui permet à Tatum d'être défendu par Haliburton. Et plutôt qu'aller jusqu'au bout de l'action d'un coup, on va prendre moins de risques et moins de rapidité et on va juste passer le ballon au post-up. Et là, dans tous les cas, Haliburton ne peut pas tenir Tatum au post-up. Donc ça va être compliqué. Et les autres que moi j'aimerais beaucoup qu'on retrouve, c'est du high pick and roll avec potentiellement un premier écran aussi pour permettre à avoir un peu d'avantage. Donc là on a un premier écran de Derek White pour Porzingis. Porzingis qui vient ensuite juste là poser son écran.
et on a un pick and roll entre les deux. J'aimerais vraiment voir plus de pick and roll aussi du côté de Tatum. Donc voilà un petit peu pour la série de Tatum, je pense qu'il va être un peu différente des deux premières. Les deux premières, il avait vraiment permis aux Celtics de jouer dans un spacing optimal et d'annuler un peu le meilleur défenseur qui était Mobley ou Bam Adebayo. Là, je pense que ça va être l'inverse. Je pense que c'est les Celtics qui vont permettre à Tatum d'être vraiment orienté sur le scoring et la création et qui va être très difficile à arrêter. Donc voilà pour cette petite preview vidéo. Il y a une preview en podcast qui est sortie, que vous pouvez aller écouter ou regarder sur la chaîne YouTube. Bah voilà, merci à vous tous, belle journée à vous, bonne série, et on se retrouve potentiellement pour analyser le Game 1 très prochainement. Ciao.